On se pose la question des liquidités et effectivement, posons-nous les conséquences juridiques et fiscales de la délocalisation en Israël, déjà au point de vue des liquidités. Alors, un petit rappel, mais très très rapide, sont imposés selon les barèmes de droit de succession le patrimoine foncier ou encore les actifs liquides figurant sur des comptes bancaires en France. Donc, vous comprenez bien que, a priori, tout ce qui reste en France serait, le plus tard possible évidemment, taxé en France, soit en droit de succession, soit en droit relatif à l'assurance vie qu'on va développer un petit peu plus tard. Et il y a quand même un petit vice, et il n'y a que la France qui a développé ça, c'est le fait que on peut très bien vivre en Israël ou dans n'importe quel autre pays que la France. On peut avoir emporté avec soi sur ses épaules tout son patrimoine, ne rien laisser en France, et pourtant, il pourrait y avoir encore droit de succession en France si, et c'est le cas notamment d'Elias, si les héritiers sont résidents français. Donc, par définition, on cherche à organiser le patrimoine et à l'organiser probablement à travers des contrats d'assurance vie qui sont en France pour le résidu de taxation qu'il y aurait en France, qui sont, je dirais, mieux disants que les droits de succession, mais pour autant, il faut se poser quelques questions. Alors, les actifs liquides devraient être détenus soit dans une assurance vie, soit encore dans un contrat de capitalisation démembré. On abordera ça un petit peu plus tard. Sachez que les deux sont tout aussi bien et sont utiles. Simplement, vous dire que l'assurance vie qui est souscrite en France, dans une grande majorité des cas, les primes ont été versées après le 13 octobre 98 et avant les 70 ans. Donc, dans ces cas-là, la transmission, puisque c'est de transmission dont on va parler, les capitaux sont transmis aux bénéficiaires désignés selon l'article 996 du CGI. Il est assez simple, hein. Je vous le détaille ici. Jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire, aucun impôt. Il y a donc une totale exonération. Entre 152 500 et 852 500, donc sur les 700 000 euros supplémentaires, il y a une taxation qui, moi, me paraît raisonnable parce que je baigne en France dans la fiscalité française depuis longtemps et ça reste raisonnable. Effectivement, une taxation au taux de 20%. Et par contre, si on dépassait les 852 500 euros transmis par bénéficiaire, c'est important, donc c'est quand même relativement rare, on a une taxation au taux de 31,25. Rapidement, il y a le cas particulier des contrats souscrits avant 98. Je fais un tour d'horizon très rapide pour que on ne me reproche pas de ne pas en avoir parlé. Des contrats qui ont été souscrits avant le 13 octobre 98 sont totalement exonérés de droits de succession sans limite. Donc effectivement, a priori, c'est des contrats qu'on conserve. Ce sont les seuls. Et puis, il y a aussi le cas de figure des versements sur contrat d'assurance vie après 70 ans. C'est pas complètement inutile puisque cet article, il dit, bon, qu'il y a une exonération très limitée à 30 500 euros par bénéficiaire. Donc ça, non par bénéficiaire, au total de tous les bénéficiaires. Donc 30 500 euros, c'est rien du tout. Et puis, par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a une exonération totale sur les plus-values qui ont été réalisées sur le contrat. Donc, si on a mis, je dis n'importe quoi, 500 000 euros et qu'au moment du décès, on retrouve 1,2 million, alors certes, 500 000 euros moins 30 500 seront taxés au droit de succession, mais toutes les plus-values seront exonérées. Chaque cas est un cas particulier. Évidemment, on préfère intervenir en tant qu'assureur avant 70 ans, mais pour autant, on trouve des montages, on trouve des possibilités. On a notamment le contrat de capitalisation démembré dont on parlera un petit peu plus tard. Alors, rapidement quand même, le dénouement du contrat d'assurance vie français, franco-français, c'est important. Il y a une instruction fiscale du 31 décembre 99, donc vous voyez, ça remonte, qui est relative à l'article 996 et qui traite de la situation donc des souscripteurs non résidents. Alors, la taxation des capitaux d'essai au taux unique de 20%, après abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, doit être appliquée dès lors que le souscripteur avait sa résidence en France lors de la souscription, et ce, quelles que soient les modifications survenues ultérieurement dans sa domiciliation.
Donc comprenez bien, vous avez des contrats d'assurance vie, même de bons contrats d'assurance vie, qui ont été souscrits en France. Vous partez vivre en Israël et vous décédez 40 ans plus tard, ils seront taxés en France parce qu'ils sont en France. Ils seront taxés en cas de décès, mais également en cas de vie, c'est-à-dire si on cherche à retirer de l'argent de son contrat parce que de temps à autre, on a envie de consommer. Donc, il n'y a aucun intérêt à conserver ces contrats d'assurance vie en France, sauf le cas particulier des contrats qui ont été souscrits il y a très longtemps et qui sont exonérés sans limitation. Euh, Dernière conclusion, vous l'avez, en cas de vie, les rachats continuent d'être taxés en France alors qu'aucune fiscalité ne devrait s'appliquer en tant qu'OLIM. Rappelez-vous, absence de fiscalité pendant les 10 premières années en Israël, je précise, sur les revenus non israéliens, donc divorce total de ces contrats-là, et en cas de décès, en France, on a quand même une exonération jusqu'à 152 500 euros. Donc, à la limite, pour des petits contrats, en cas de décès, on pourrait imaginer les conserver, mais ça présente pas beaucoup d'intérêt de conserver des contrats en France. Donc, plutôt divorce également. Dans une première partie, j'ai voulu évoquer la fiscalité du contrat d'assurance vie pour une personne qui partirait vivre en Israël. Donc, effectivement, il n'y a aucun intérêt à conserver ces actifs liquides, qu'ils soient bancaires ou qu'ils soient assurantiels en France. On a aussi un autre problème qui est important, c'est que de temps à autre, le fisc français cherche à revenir sur la résidence fiscale simplement quand on a conservé trop d'actifs en France et quand la France devient ou reste le centre économique, le centre des intérêts économiques. Donc pour toutes ces raisons, on cherche à enlever ces actifs. Alors, il y a une première possibilité qui consiste à emporter ces actifs avec soi en Israël. Et puis, derrière, si on n'a pas tout consommé dans une résidence principale, on va placer cet argent et là, probablement, on a besoin des lumières de Nathaniel pour nous dire quelle serait la fiscalité si on était résident fiscal israélien et notamment dans les 10 premières années. Stéphane? Je reprendrai la main par la suite pour évoquer autre chose. Sauf que Nathaniel, Elias lève la main. Oui. Et oui, en tant qu'ancien assureur, ma compagnie m'a répondu, bon, j'étais également un agent pour cette compagnie, que la CSG, en cas de retrait, donc Oui. des retraits partiels, les plus-values seraient quand même taxées à 10%. Il n'y aurait pas d'application des cotisations sociales, CSG, CRDS, mais par contre qu'ils taxeraient d'office de 10% les plus-values contenues dans le retrait partiel. Pourtant, c'est pas ça que dit, Nathaniel me contredira peut-être, c'est pas ça qui est dit dans la convention franco-israélienne, c'est les plus-values ne sont pas imposables en France, mais en Israël, les plus-values de placement liquide. Tout à fait. Nathaniel, Immobilier, oui, oui, vous à avez tout à fait toi. raison. Alors, je me suis noté quelques questions quand même. Alors, bonjour à tous tout d'abord. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Nathaniel Drey, expert comptable fiscaliste, associé au cabinet Drey et Natco. Pour les réguliers du webinaire, parfois c'est Nathaniel Cohen qui vient, donc Natco. Parfois c'est moi, parfois c'est tous les deux. Bon là aujourd'hui il a un rendez-vous sur Tel Aviv, donc j'ai remplacé, enfin je fais le webinaire seul avec Stéphane que je suis régulièrement, qui est excellent sur tout ce qui est assurance vie, placement, etc. Donc c'est à ma demande et à ma sollicitation que je pensais que c'était intéressant qu'on fasse une première intervention commune qui a, je le vois, qui suscite des questions évidemment chez vous, mais même chez moi. Effectivement, Stéphane, j'ai noté quelques éléments avant d'embrayer, de prendre la main sur les petites choses que j'ai à dire. Tu as noté, je me permets quelques questions, tu as noté pour ceux qui ont des bons contrats d'assurance vie, est-ce que tu peux me dire ce que tu entends par un bon contrat d'assurance vie? Quelles sont les différences qu'il y a? Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, hein, parce que je vais déclencher plusieurs questions, donc peut-être que tu peux répondre toi en même temps. Mhm. Je réponds également, je me joins à la question d'Elias. Quel est le taux d'imposition lors d'un rachat pour un non-résident fiscal? Alors moi, je sais qu'en Israël, pendant les 10 premières années, on va en parler, mais évidemment, il n'y a pas d'impôt ici. Après les 10 premières années, il faut fournir un certificat de résidence fiscale israélienne pour éviter l'imposition française. Selon ce que tu semblais dire,
dans ton intervention, il semblerait qu'il y ait quand même une taxe à payer en France, ce qui est contraire à ce que je connais. Et voilà, c'est pour ça que je me permets de poser la question. Et est-ce que tu peux préciser, confirmer qu'il n'y a pas, si on est en mesure de fournir un certificat de résidence fiscale, qu'il n'y a pas de CSG, CRDS à verser en France? Voilà, c'est trois petites questions. Après, moi, j'embraye sur la partie israélienne. Alors, je réponds très vite à la première question. Qu'est-ce que c'est un bon contrat d'assurance? C'est un contrat dont on est satisfait, un contrat dont la performance vous convient, mais n'oubliez pas qu'un contrat d'assurance, c'est une enveloppe fiscale et qu'à l'intérieur, on y met des choses. Donc, ce que vous avez mis en France, on peut le mettre absolument n'importe où. Donc, la performance du contrat ne doit pas intervenir dans le choix. Ce qui est important, c'est la fiscalité et ça, c'est la chose la plus importante. Donc effectivement, il faut qu'on vérifie point par point, et je dirais personne par personne, parce que là, on est dans une présentation qui est générale, C'est sûr. et chaque cas est un cas particulier, évidemment. Alors maintenant, je réponds par rapport à la fiscalité. Euh, Rachel le sait, on a un autre webinaire qui est hyper important et hyper intéressant sur les plans d'épargne retraite. Et sur les plans d'épargne retraite, il faut comprendre que, logiquement, lorsqu'on suit la convention franco-israélienne, il n'y a aucune fiscalité à payer en France, puisqu'elle doit être payée en Israël Mhm. pendant les 10 premières années, évidemment. Et comme il n'y a rien à payer en Israël pendant les 10 premières années, on se retrouve dans un cas de figure où tous les contrats Madelin ou PERP ou PER, plan d'épargne retraite, sont totalement exonérés. Maintenant, en fonction des compagnies. Donc là, je réponds probablement à Elias, dont la compagnie, et peu importe quelle est la compagnie, les services juridiques des compagnies réagissent de manière différente. Donc moi, j'ai travaillé notamment pour ces plans épargne retraite pour pouvoir les récupérer avec plusieurs assureurs et tous n'ont pas la même réaction. Donc j'ai un ou deux assureurs, disons un dont je suis absolument sûr, qui dit, mais écoutez, il n'y a pas de fiscalité, on a étudié la convention franco-israélienne, on l'applique, donc effectivement, il n'y aura aucune fiscalité. Donc si sur votre contrat retraite ou assurance vie ou peu importe, vous avez 153 728 euros, nous vous transférons les 153 728 euros. Et vous avez d'autres assureurs qui ne veulent pas rentrer dans ce discours, qui ne veulent pas aller aussi loin et qui effectuent un prélèvement libératoire de 10%, charge à la personne détenant le contrat d'assurance ou le contrat retraite d'aller se faire rembourser auprès de Par Bercy. l'administration. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc, Donc, donc tout donc le monde a raison, il n'y a pas de fiscalité du tout, mais vous avez des assureurs qui pour sont le faire appliquer, c'est plus un peu compliqué. fainéants. Oui, J'ai voilà. compris. OK. Très bien. Donc et la CSG CRDS, tu confirmes, il n'y a pas de CSG Il n'y en a CRDS à pas. partir du Il y en moment où a on n'est pas, pas résident clairement. fiscal. Oui, oui. Très bien. Bon, alors ça conforte ce que je connais sur la sur le volet français. Je précise, sur les valeurs mobilières, par Oui, contre, il y en a sur l'immobilier. tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, si je peux partager, je vais reprendre un des éléments. Je vais faire comme ça. Stéphane, tu dois arrêter le partage d'écran chez toi pour que Tout de nous suite, puissions mettre. c'est fait. Voilà. Comment est-ce que je peux partager ça? Share screen. On va faire celle-là. Et est-ce que ça va marcher si je fais ça? Est-ce que vous voyez la présentation ou pas? Parfaitement. Ouais. Super. Vous la voyez en plein écran ou c'est bon? C'est OK? Non, tu dois la mettre en mode diapositive. C'est ce que j'ai fait. Mais OK, donc c'est pas dans le bon écran. Oh, ça va, on voit. On Ouais, voit. maintenant c'est bon. Une seconde, une seconde, une seconde. Ne bouge pas, on va le faire correctement. Stop share. Et on va partager l'écran de... Je vous demande une petite seconde. Parce qu'en fait, comme j'ai deux écrans... Oui, il faut faire partager l'autre écran. Et là, Exactement. Voilà. Là, ça doit être mieux. parfait. Super. Alors, j'ai repris la présentation que j'avais fait la dernière fois sur les revenus financiers parce que potentiellement, on va aborder, alors évidemment, on va faire un focus ici sur les assurances vie, mais c'est important de donner le cadre et le contexte de tous les différents éléments. Il faut savoir une première chose, c'est qu'en Israël, les revenus financiers sont considérés comme des revenus passifs. Quand on parle de revenus passifs, ce sont des revenus qui ne nécessitent pas une intervention personnelle de la personne, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de caractère actif.
évidemment. Donc, dans cette catégorie, on va ranger tout ce qui est intérêt, dividende, plus-value, loyer, même si je ne l'ai pas noté ici, tout ce qui est revenu foncier et plus-value immobilière. Il faut savoir que les assurances-vie en Israël sont considérées comme un portefeuille d'investissement et par conséquent sont traitées comme des revenus financiers, donc type de revenus passifs. Pendant les 10 premières années de l'ALIA, évidemment, ce sont des revenus qui sont de source étrangère et par conséquent, il n'y a pas d'imposition à payer en Israël. On a vu et on l'a abordé pendant les 10 premières années, si vous souhaitez faire des rachats, il est important, je vous montrerai après, les deux CERFA, les deux formulaires qu'il faut faire tamponner et remplir par l'administration fiscale israélienne. C'est les formulaires CERFA, auxquels il faut joindre un formulaire de résidence fiscale, un certificat de résidence fiscale. Et lorsque vous vous munissez de ces éléments, vous êtes en mesure d'aller obtenir une déduction, une exonération totale. Alors après, ça dépend, on vient de le voir avec Stéphane, mais ça dépend les compagnies. Mais a priori, normalement, vous êtes censé obtenir une exonération d'impôt totale sur le rachat de votre portefeuille d'assurance vie. Avant de rentrer dans l'application comment sont imposés les revenus après la période de 10 ans, je veux juste faire une distinction qui est importante. En Israël, lorsque vous avez des revenus passifs, et je répète, ça englobe l'intégralité des revenus passifs, donc à la fois les intérêts, les dividendes, les plus-values, les revenus immobiliers, vous avez une distinction qui est faite en fonction de votre âge. Si vous avez moins de 60 ans, l'imposition de ce type, de cette nature de revenus est considérée comme des revenus qui peuvent être imposés jusqu'à un taux d'imposition de 25%. Donc, c'est un taux fixe de 25% si vous avez moins de 60 ans. Par contre, lorsqu'on a plus de 60 ans, le gouvernement israélien considère que dans les années passées, en tout cas c'est le cas en Israël, les décennies passées, il n'y avait pas de programme retraite obligatoire. Et par conséquent, la plupart des personnes, au lieu de cotiser pour leur retraite, puisqu'ici on n'est pas sur un système de répartition, on est sur un système de cotisation personnelle, donc de capitalisation, la plupart des gens ont dit, moi je ne fais pas confiance aux caisses de retraite, je vais me constituer mon propre patrimoine pour me payer ma propre retraite. Et le gouvernement israélien a considéré, à juste titre, qu'une personne qui a plus de 60 ans aujourd'hui et qui pourrait vivre de ses intérêts, de ses placements, de ses dividendes, ce serait un tort de le taxer de la même manière que s'il avait 60 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, une retraite en Israël, elle est taxée selon les tranches d'imposition progressives, donc selon les barèmes d'imposition. On commence à 10%, ensuite on fait 14%, puis 20%, et à partir d'un certain moment, on dépasse les 25%, mais il faut avoir une grosse retraite. En juxtaposant ces éléments-là, ils ont dit, puisque certaines personnes ont décidé de mettre leur retraite dans des revenus financiers ou dans des portefeuilles, des véhicules financiers, on va leur donner les mêmes avantages fiscaux qui sont octroyés aux personnes qui perçoivent une retraite type classique. Et donc, tout ça pour dire quoi? Que les personnes qui ont plus de 60 ans et qui perçoivent des revenus passifs sont imposées jusqu'à 25%. D'accord? Ce n'est pas un taux fixe de 25%, c'est une imposition qui va jusqu'à 25%. Et la nuance et la différence, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la banque, si c'est une banque israélienne, elle va déduire automatiquement à la source 25% pour la simple et bonne raison que la banque ne connaît pas vos autres sources de revenus. La banque ne va pas prendre de risques, elle ne sait pas si vous avez des salaires par ailleurs, si vous avez d'autres revenus qui vous feraient du coup passer dans une tranche marginale qui est supérieure à 25%, et elle ne va pas prendre le risque, elle va taxer et retenir à la source automatiquement 25% d'impôt à la source. Donc c'est extrêmement important quand vous avez des portefeuilles en Israël, des investissements, que ce soit en bourse, peu importe, de bien demander à votre banque tous les ans de vous fournir le certificat 867, le TOFES 867, le formulaire. Dans ce formulaire, vous avez le récapitulatif des investissements que vous avez réalisés, des revenus que vous avez perçus et surtout des impôts qui ont été prélevés à la source. Et très souvent, on va en fait avoir une banque qui va prélever 25% linéaire sur les revenus que vous avez eus dans l'année. Mais quand on va traiter, en tant qu'expert comptable, quand on va traiter ces revenus à l'impôt progressif, au barème progressif, on va obtenir un remboursement fiscal important parce que, je répète, vous avez des crédits d'impôt que vous n'avez peut-être pas utilisés, vous avez les tranches d'imposition qui sont 10, 14, 20. Donc, avant d'atteindre 25%, il faut dépasser un revenu de à peu près 300 000 shekels de revenus. Et c'est seulement à partir de 300 000 shekels qu'on dépasse. Donc, tous les revenus avant 300 000 shekels sont imposés en dessous. Si vous voulez, dans une autre intervention, on fera un petit exercice avec des exemples pour vous montrer exactement quel est le meilleur barème.
Autre chose qui est extrêmement important, c'est qu'en Israël, les pertes, évidemment, sont déductibles, mais il faut savoir, on va en parler juste après, que les banques, même quand c'est au sein d'une même banque, les banques ne sont pas autorisées à déduire les pertes à votre place. Si vous avez eu des pertes, par exemple, les années précédentes, et cette année, vous êtes en position de bénéfice, eh bien, il faut savoir que la banque n'a pas le droit de déduire à la source, de déduire, si vous voulez, les pertes que vous avez eues les années, d'utiliser les pertes que vous avez eues les années précédentes. Pourquoi? Parce que la banque ne sait pas si vous avez peut-être déjà utilisé ces pertes par ailleurs. Et par conséquent, même si c'est au sein du même compte bancaire et que vous avez une perte, par exemple, en 2023, et vous démarrez l'année 2024 avec un super gros dividende d'une société que vous suivez, eh bien, la banque ne va pas utiliser la perte que vous avez eue l'année précédente. Elle va automatiquement prélever à la source 25% et elle va en fait transférer la charge de déduction directement sur le client. Autre cas qui est très classique, vous avez deux portefeuilles, par exemple un à la Leumi, un à la Poalim. Eh bien, le compte à la Leumi, il est bénéficiaire, vous avez eu des revenus, des plus-values, etc. À la Poalim, vous avez décidé de constater une moins-value, donc vous avez une perte. Eh bien, il faut savoir que les banques ne se parlent pas entre elles. La banque Leumi va prélever à la source 25% parce que chez elle, vous avez eu des gains. La banque Poalim, elle va vous donner le formulaire 867 en vous disant, voilà mon grand, tu prends ce formulaire, tu vas voir ton expert comptable, tu lui donnes ça et lui, il saura faire la déduction. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Dernier point très important par rapport, toujours dans le système bancaire israélien, si vous avez une perte, vous terminez l'année par exemple 2023 en perte, en 2024, vous êtes obligé de reporter cette perte dans votre déclaration fiscale 2023. Si vous ne faites pas une déclaration fiscale en Israël, si vous ne remettez pas un rapport, une déclaration, une IAS fiscale, cette perte, elle est perdue. En Israël, on ne peut reconnaître et utiliser une perte les années futures que lorsque cette perte a été constatée dans une déclaration fiscale. Donc très très important, faites constater vos pertes dans vos déclarations fiscales. J'avance. Donc pendant les 10 ans, les revenus financiers, on le voit en première ligne, sont exonérés sur les revenus de titres étrangers. Donc tout ce qui va être assurance vie, c'est un portefeuille, un sous-jacent étranger. Il n'y a pas d'impôt pendant les 10 premières années. Par contre, il va y avoir l'imposition, je rebondis sur ce que a dit Stéphane tout à l'heure, si vous avez des titres israéliens, vous avez une imposition en Israël, même si vous êtes pendant vos 10 premières années. J'en profite ici, même si ce n'est pas noté dans la présentation, n'oubliez pas qu'à partir de janvier 2026, il y a une nouvelle loi qui est en train d'être adoptée en Israël. À partir, pour toute personne qui va faire sa alia après le 1er janvier 2026, il va avoir une obligation de déclarer ses revenus de sources étrangères. Aujourd'hui, les personnes qui ont fait leur alia avant le 1er janvier 2026, ces personnes-là, pendant les 10 premières années de leur alia, ne sont pas tenues de déclarer leurs avoirs, leurs actifs et leurs revenus à l'étranger. Passé cette période de 10 ans, ils doivent rendre des comptes à l'administration fiscale israélienne, aussi bien sur les actifs et les revenus qu'ils ont en Israël, mais également les revenus qu'ils ont en dehors d'Israël. Cette espèce de défaut fiscal a été pointé du doigt par l'OCDE et Israël est en train de faire passer une loi qui va maintenant obliger toute personne, après le 1er janvier 2026, à déclarer l'intégralité de ses revenus et de ses actifs. Je précise, l'exonération reste en place. Une personne qui a fait sa alia en 2022 continuera à bénéficier de l'exonération jusqu'en 2032. Mais une personne qui fera sa alia après, par exemple, le 1er janvier 2026, elle va continuer à avoir 10 ans d'exonération. Ils n'ont pas encore parlé d'annuler ces 10 ans. Par contre, cette personne-là devra obligatoirement déclarer tous les ans à l'administration fiscale israélienne l'intégralité des revenus qu'il a, l'intégralité du patrimoine qu'il a. Je précise également qu'en Israël, il n'y a pas d'impôt sur les successions et il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Donc, n'ayez pas peur, entre guillemets, de vous dévoiler, de déclarer vos actifs à l'administration fiscale israélienne. Il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien qui découle de cela directement. Simplement, Israël va maintenant avoir, à partir de janvier 2026, un droit de regard en temps réel sur l'intégralité du patrimoine d'une personne. Et c'est en accord, si vous voulez, avec l'ambiance et on va dire le mouvement de transparence fiscale mondiale qui se crée. Après les 10 ans, on en a parlé et puis ça me permet de faire une bonne transition. Après les 10 ans, l'imposition en Israël est une imposition mondiale et non plus territoriale, ce qui veut dire que peu importe où vous avez votre portefeuille, peu importe où vous recevez les intérêts de votre portefeuille ou votre retraite,
peu importe ce que vous percevez, à part les loyers, les revenus fonciers français, ça c'est une exemption de l'article 6 de la Convention fiscale entre la France et Israël. Donc, mis à part les loyers français que vous percevez sur des biens que vous détenez en nom propre, je précise, en nom propre, pas par l'intermédiaire d'une SCI, si vous possédez des appartements qui sont loués en nom propre, ça, même après les 10 ans, l'imposition restera à vie en France. Hormis cette seule exception, l'intégralité de vos revenus, salaires, dividendes, intérêts, plus-value immobilière également, on ne parle pas que de plus-value immobilière, peu importe ce que vous allez recevoir, vous êtes imposable en Israël. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on est imposable. Je vous ramène peut-être à l'ancien webinaire, regardez le replay, mais très rapidement, les intérêts et le dividende, c'est une imposition, donc on l'a vu, jusqu'à 25% pour ceux qui ont plus de 60 ans ou 25% pour ceux qui ont moins de 60 ans. Les intérêts et les dividendes sont taxés en fonction du jour du paiement des intérêts du coupon ou du dividende. Donc faites bien attention, j'en ai parlé dans l'autre webinaire, faites bien attention si vous avez des dividendes qui sont dans une société, donc des réserves importantes, distribuez vos dividendes avant la fin des 10 ans. Faites une assemblée générale, distribuez. Même si vous n'avez pas la trésorerie nécessaire, payez au moins l'impôt qu'il se doit en France. Je répète, c'est 12,8% en France d'impôt et vous ne payez pas de CSG, CRDS. Payez les 12,8, vous allez créer un compte courant dans votre société française. Ce compte courant, il est constaté, il existe avant la fin des 10 ans. Par conséquent, vous ne serez pas taxé dessus en Israël. Si vous faites cette opération un jour après la fin de vos 10 ans, vous êtes taxé en Israël à hauteur de 30%, moins les 12,8% que vous aurez payé en France. Donc c'est dommage, c'est un accident à éviter, surtout quand vous êtes prévenu. Les intérêts, donc tout ce qui est gain en capital et plus-value, c'est une imposition, donc je répète, 25% pour les personnes qui ont moins de 60 ans, jusqu'à 25% pour les personnes qui ont plus de 60 ans. Et là, on va rentrer dans l'élément qui est un petit peu intéressant sur lequel je vais un tout petit peu m'attarder. Il y a en Israël une possibilité d'obtenir et de bénéficier d'un calcul qu'on appelle linéaire. Le calcul linéaire, c'est quoi en Israël? C'est qu'on considère, là aussi à juste titre, que lorsqu'une personne obtient une plus-value, réalise une plus-value sur un actif, on va prendre une action Apple pour que tout le monde soit avec nous. Si on achète une action Apple en 2010 et qu'on la revend en 2030, eh bien, il est logique de constater que l'augmentation, la plus-value qui s'est générée sur l'action Apple, elle n'a pas été générée tout dans son intégralité en 2030, elle a été générée progressivement au fil du temps, des fois ça monte, des fois ça baisse, mais progressivement, on a une augmentation de cette valeur. En Israël, quand il va y avoir une personne qui va vendre un actif après la fin des 10 ans, eh bien en fait, ce que l'on va faire, on va calculer combien de jours de détention la personne a possédé cet actif. Donc, si on reprend l'exemple de l'action Apple, vous l'avez acheté le 1er janvier 2010, on la revend en 2030, donc on a 20 années de détention totale. On va donc faire 20 fois 365, c'est la période, c'est le nombre de jours pendant lesquels on a eu cet actif à notre disposition. Et on va calculer combien de jours sont passés après la fin des 10 ans. C'est ce que j'ai noté ici, le nombre de jours de détention après les 10 ans, divisé par le nombre de jours de détention total de l'actif. Donc si on a dépassé de 2 ans ces 10 ans et qu'on vend cette action Apple, on l'a tenue pendant 20 ans, seulement 2 ans sont passés après la fin des 10 ans, et donc on va être imposé à 2/20 de la plus-value. Quel est le taux d'imposition? On l'a ici, c'est 25%. Mais quelle est la quote-part qui va être imposée? C'est seulement la quote-part du nombre de jours qui sont passés après la fin de vos 10 ans, divisé par le nombre total de jours de détention. Ce calcul-là est applicable également pour tout ce qui est plus-value immobilière. Donc, si vous avez un bien historique que vous avez acheté il y a, on va dire, plus de 30 ans, en France, vous êtes totalement exonéré. Vous le revendez en Israël, après la fin de vos 10 ans, vous êtes imposable en Israël à 25%, mais uniquement sur le prorata du nombre de jours qui sont passés après la fin de vos 10 ans, divisé par le nombre de jours de détention totale. Donc très souvent, et surtout en ce moment, alors que le marché immobilier français n'est pas à la fête, je vois des gens qui se précipitent pour vendre au plus vite leurs biens immobiliers, leurs actifs, et ils acceptent des offres largement en dessous du marché, alors qu'ils n'ont pas de pression, on va dire, au niveau des liquidités, ils tiennent, les biens sont loués, sont même parfois très bien loués,
mais pour une raison X ou Y, ça peut être parfois pour sortir de la succession, ce qui est très logique, parce qu'un bien qui resterait en France resterait soumis à la succession, même si le défunt ou les héritiers sont en Israël, donc faites bien attention à ça. Je vous recommande, si vous habitez en Israël et que vos enfants aussi, vous êtes donc tous résidents fiscaux israéliens, je vous recommande de vendre vos actifs français, ça ne sert à rien, vous allez subir une imposition à la succession française, même si vous êtes là depuis des années et des années. Donc c'est dommage de faire cadeau de cet impôt à la France. Par contre, ne le faites pas de manière déraisonnée, faites bien attention, c'est pas parce qu'on va avoir 2 semaines de plus qui vont passer que le monde va s'écrouler. Vous n'allez pas payer 25% linéaire, flat, pardon, vous allez toujours payer seulement sur ce calcul linéaire. C'est le même, ça me permet de revenir sur le sujet des assurances vie, c'est le même principe sur une assurance vie. On va avoir la date de souscription et on va avoir la date de rachat. Ces dates-là, ça nous permet de faire un calcul et en fonction de la plus-value qui est rachetée, évidemment, le capital investi n'est pas imposable, mais les intérêts qui sont générés sont imposables de la même manière au prorata qui est passé entre le jour d'achat et le jour de la revente. On a un simulateur d'ailleurs sur notre site internet si vous souhaitez vous amuser un petit peu. Quand on a des revenus financiers, bon, je vous ramène aussi encore une fois à l'autre webinaire, mais voilà la liste des frais que l'on peut reconnaître. Ça, on en a parlé, la banque n'est pas autorisée à compenser une perte des années précédentes, donc faites bien attention à aller voir un expert comptable tous les ans. Contactez-nous si vous voulez pour qu'on puisse vérifier si déjà vous n'avez pas de déduction à faire dans la même année, si vous n'avez pas d'impôt à récupérer dans la même année, et surtout pour qu'on organise de manière cohérente la déclaration fiscale que vous allez déposer, qui va vous permettre les années suivantes de pouvoir bénéficier des éventuelles pertes que vous aurez constatées. Un petit élément de précision aussi importante, lorsqu'on a des pertes en capital, on a des moins-values en produits financiers par exemple, et qu'en face de ça, on a une plus-value immobilière en Israël, on a la possibilité, dans l'année de la vente du bien immobilier, de venir déduire les pertes financières contre les plus-values immobilières. On sait tous que la plus-value immobilière, elle est taxée en Israël à 25%. Si vous avez des pertes, c'est le moment de les constater, même si après, derrière, vous voulez racheter le même actif, aucun problème. Mais constatez vos pertes, prenez cette perte et allez la compenser contre une plus-value immobilière. C'est dommage. Vous allez bénéficier tout de suite de 25%, alors que sinon, vous devez attendre potentiellement une remontée de votre position. Nos recommandations, déclaration de patrimoine préventive l'année qui précède la fin de vos 10 ans, ça c'est obligatoire. On a de plus en plus, j'en parle jamais assez, on a de plus en plus de personnes qui terminent leurs 10 ans, on a de plus en plus de contrôle de la part de l'administration fiscale israélienne sur, aujourd'hui, je répète, une personne n'a pas besoin de dévoiler l'intégralité de son patrimoine pendant les 10 ans. Après janvier 2026, ça va changer. Mais pour le moment, l'administration fiscale israélienne est totalement aveugle pendant les 10 premières années. Elle ne sait pas ce que vous avez. Donc, si vous voulez éviter d'avoir potentiellement des problèmes par la suite, l'année de la fin de vos 10 ans, imaginez vous terminez vos 10 ans en 2024, en décembre 2023, on prépare ensemble une déclaration de patrimoine préventif qui va lister l'intégralité de votre patrimoine. Cette déclaration de patrimoine va permettre d'établir une base non imposable. On va établir votre patrimoine, on va l'établir comme quoi il était présent et il datait de la fin de vos 10 ans. Et par conséquent, toute évolution patrimoniale que vous aurez par la suite ne pourrait être constaté forcément que après la fin de vos 10 ans. Et donc, ce premier patrimoine que vous avez, cette première barrière que vous avez établie, c'est une barrière qui ne peut pas être attaquée par le fisc israélien. Si vous n'avez pas établi cette déclaration de patrimoine préventif à la fin de vos 10 ans, le fisc israélien a la main pour venir contrôler l'intégralité de votre patrimoine, donc faites bien attention. Essayez toujours de décaler la date d'installation fiscale en Israël, le fameux report des 10 ans. Ça, on n'en parle jamais assez, mais évidemment, pendant les 10 premières années, vous avez une exonération fiscale sur vos revenus étrangers, donc profitez, si vous n'avez pas utilisé l'intégralité de vos 10 ans, profitez parfois de pouvoir reporter la date de prise d'effet des 10 ans. On en a parlé très souvent sur cette chaîne. L'importance de constater et reporter les pertes, on en a parlé également aujourd'hui, en long, en large et en travers. La déduction entre les banques, c'est la même chose. Petite précision sur les personnes qui détiennent des actions en direct, des actions US, des actions américaines. Faites attention, si vous détenez plus de 60 000 $ de valeur mobilière américaine, le jour où vous partirez, même si en Israël, il n'y a pas d'impôt sur la succession, vous allez devoir payer une inheritance tax aux États-Unis. Donc, vos héritiers devront payer un impôt sur la succession aux US, malgré le fait que vous soyez résident fiscal israélien. Donc, faites bien attention, il y a des solutions pour cela, pour continuer à détenir les actifs de manière personnelle, en tout cas, être imposé là-dessus de manière personnelle, et de ne pas être soumis à l'imposition US.
Vérifiez, enfin, les points 6 et 7 sont un petit peu liés. Vérifiez tous les ans par l'intermédiaire d'un cabinet d'expertise. Vous pouvez nous contacter pour ça. Vérifiez bien votre statut d'Olé Khadash. J'ai vu des erreurs dans les banques. Croyez-moi, les clients étaient persuadés qu'ils étaient Olé Khadash et qu'ils ne payaient pas d'impôts. Eh bien, la banque n'avait pas fait correctement la mise en place de conformité du Olé Khadash. Donc, la personne ne bénéficiait pas de ses intérêts, de ses avantages. Et vérifiez tous les ans, faites vérifier tous les ans le formulaire 867 ou les formulaires 867 si vous avez plusieurs comptes en banque en Israël. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise déduction à la source, d'un mauvais calcul. N'oubliez pas que vous avez l'inflation, l'érosion monétaire que l'on peut utiliser et que les banques ne font pas. Donc parfois, la banque va vous prélever à la source sur une plus-value, alors qu'en réalité, le montant de la plus-value est nettement inférieur. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui, toutes les déductions et les abattements que vous pouvez utiliser, notamment le prorata temporaire, tout cela, la banque ne le fait pas. Si vous avez dépassé vos 10 ans, vous vendez une action Apple, la banque ne va pas aller vérifier quand est-ce que vous l'avez acheté, combien de jours sont passés, etc. Ça, c'est à vous de le faire en fin d'année. La banque, elle va prélever automatiquement 25% et c'est à vous ensuite, en fin d'année, d'aller vous présenter à l'administration fiscale israélienne et d'aller récupérer. Voilà, on a terminé. Je passe la main. Alors, je reprends, je repartage l'écran quelques instants. Je vais essayer d'aller vite pour laisser du temps pour les questions-réponses. Voilà, donc, vous voyez mon écran, tout va bien? Oui, oui, super. Voilà, donc assurance vie, oui mais où? En fait, en gros, avant de poser cette question, assurance vie, oui mais où? L'assurance vie française ne correspond pas, vous l'avez compris, on est plutôt sur un divorce. Maintenant, on bénéficie d'une exonération pendant 10 ans en tant qu'Olé Khadash sur les revenus non israéliens. Donc, c'est un petit peu ballot de déplacer ou de placer en Israël la totalité de ses actifs liquides, puisqu'on va payer un impôt qui probablement sera aux alentours de 25%, quelquefois moins. Merci Nathaniel de ces précisions. Donc, assurance vie, oui, mais où? Moi, je pense qu'il faut la loger au Luxembourg. Je pense pas, je suis même absolument persuadé. Parce que d'abord, il y a des règles très protectrices pour les souscripteurs, pardon, de contrats d'assurance vie et contrats de capitalisation luxembourgeois. Alors, deux choses qui sont importantes, vous allez les voir par la suite, triangle de sécurité, mais d'abord super privilège. Et cette notion de super privilège est très importante. Je vous l'explique ici. On a au Luxembourg quelque chose qui n'existe nulle part dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre les actifs des assureurs et les actifs des clients. C'est-à-dire qu'en aucun cas, les actifs des clients ne peuvent être intégrés au bilan d'un assureur ou d'une banque luxembourgeoise. Donc c'est très important. Ces sommes-là, les sommes que vous avez déposées ne sont pas noyées, elles sont indépendantes et vous allez le voir un petit peu plus facilement par la suite. Chose importante, le super privilège octroie la qualité de créancier privilégié de premier rang de la compagnie assurance. Qu'est-ce que c'est que ce chinois? Eh bien, c'est simplement que personne ne peut récupérer d'argent sur votre contrat d'assurance sans votre accord, vous êtes le premier créancier. Ça paraît tellement logique. Pour autant, en France, le client est créancier de rang 6. Pourquoi? Parce que la compagnie d'assurance, elle peut devoir de l'argent à l'État, à l'URSSAF, elle doit payer ses salariés. Avec les charges sociales, avec les salaires de ses salariés, il y a également des charges sociales et donc des organismes sociaux. Et puis, il y a le liquidateur judiciaire. Et en dernier, en 6e position, on retrouve le client. Donc, on n'a pas d'état d'âme quand on dépose son argent chez Generali, chez AXA, chez Swiss Life, dans des grandes compagnies, chez Cardiff, que ce soit dans des banques ou dans des compagnies parce qu'ils sont solides. Mais je suis un petit peu, j'ai un souci moi depuis quelques années. J'ai très très peur de ce qui se passe parce que on laisse filer. Et si vous suivez les infos en France, vous voyez bien que la fête est finie. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, explique qu'il doit trouver 20 milliards. Et le président lui a dit d'accord, mais pas sur les impôts. Donc, il essaye de tirer à droite, à gauche, parce qu'on a vécu des années où on a dépensé de l'argent sans se poser de questions, parce que le taux d'intérêt était très, très bas, voire même il y a eu une époque négative.
pendant le Covid. Donc, effectivement, on a dépensé, mais la dette de la France, la dette de l'Italie, la dette des pays du Sud est très lourde aujourd'hui. En cas de défaut de la compagnie assurance, il y a donc un mécanisme de solidarité entre compagnies qui porte la garantie à un montant maximal de 70 000 euros. Donc, c'est gênant, vous avez 500 000 euros sur un contrat d'assurance. Il y en a, s'il y avait un accident, que 70 000 qui sont garantis. Pour vous donner une idée, fin 2022, le fonds de garantie des dépôts se montait à 7 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Mais quand vous divisez ça par 70 000 euros, ça représente seulement 100 000 contrats, c'est-à-dire 0,04% des 1800 milliards déposés en assurance vie. Donc, comprenez qu'on a une garantie en France qui est limitée, et tant qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de souci. À ce jour, sur les 50 dernières années, il n'y a eu de dépôt de bilan que d'une compagnie d'assurance. Voilà. Mais les actifs déposés dans les compagnies sont aujourd'hui beaucoup plus importants, et s'il y avait un accident, ça serait assez gênant. De fait, les placements au Luxembourg sont garantis de manière illimitée, notamment par l'État luxembourgeois, mais surtout par le mécanisme que je vais vous décrire. Rapidement, avant de vous décrire ce mécanisme, sachez que lorsque vous êtes en banque, vous avez 100 000 euros qui sont garantis par personne en Europe. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en France. Sur un contrat d'assurance vie, une garantie de 70 000 euros. Et la garantie d'un contrat d'assurance de droit luxembourgeois, c'est un montant illimité. Alors, je vous explique pourquoi, après ce triangle de sécurité qui va vous expliquer exactement comment ça fonctionne. On a un triangle avec en haut le commissariat aux assurances qui est ni plus ni moins que l'État luxembourgeois. On a un assureur, mais on a également une banque dépositaire parce que l'assureur n'a pas le droit de conserver les actifs des clients au Luxembourg. Donc, les actifs sont déposés dans une banque. Votre contrat, lui, il a été souscrit chez un assureur avec, dans vos conditions particulières, le nom, le prénom, l'adresse, etc. Dites-vous bien une chose, ce mécanisme est important. Si l'assureur venait à disparaître, eh bien, le commissariat aux assurances nommerait un autre assureur qui reprendrait toute l'antériorité juridique de votre contrat d'assurance. Donc, les actifs ne seraient pas touchés. Et si la banque dépositaire venait, elle aussi, à déposer le bilan, sachez simplement que les actifs au Luxembourg ne sont pas englobés dans les actifs des particuliers ne sont pas englobés dans le bilan de la banque. Donc, on retrouvera toujours les comptes, même si la banque va très très mal, avec les quelques sous qu'a déposé Alexandre ou moi-même. Dernière chose qui est très importante, sachez que si ça arrivait, s'il y avait un problème au niveau d'une banque dépositaire, de la même manière, le commissariat aux assurances nommerait une autre banque et obligerait la banque dépositaire en dépôt de bilan ou en délicatesse à transférer les actifs des clients vers une autre banque plus solide. Un petit peu comme ça s'est passé il y a à peu près un an en Suisse, où on a le Crédit Suisse, qui est un énorme établissement qui a disparu en 2 jours et qui a été repris par UBS. En tout état de cause, les actifs des clients seraient au Luxembourg conservés. Pourquoi ce mécanisme est important? Le Luxembourg, c'est un tout petit pays. C'est plus petit qu'Israël. Donc, simplement comprenez qu'au Luxembourg, ils ne vendent pas de TGV, ils ne vendent pas d'avions. Jusqu'à preuve du contraire, Airbus ou Boeing, c'est pas luxembourgeois. Ils ne vendent pas de voitures. Il n'y a pas de plage. Donc, comprenez qu'au Luxembourg, l'épargne déposée par à la fois les luxembourgeois, mais surtout des personnes du monde entier, cette épargne est importante parce que c'est une mono-économie qui fait tourner le Luxembourg. Donc, comment dire, l'État luxembourgeois et le commissariat aux assurances surveillent ce mécanisme comme le lait sur le feu. Rapidement, je passe très vite, simplement pour vous montrer ici à gauche le contrôle permanent. Il y a un reporting trimestriel des actifs représentatifs et de la marge de solvabilité tant de la banque que de l'assureur. Donc,
l'État luxembourgeois vérifie tous les 3 mois les comptes des assureurs et des banques chez qui à la fois les luxembourgeois, à la fois les résidents non luxembourgeois ont déposé des sommes, on va dire, souvent assez importantes. Il n'y a pas de petits contrats d'assurance vie au Luxembourg. Très vite, les 5 avantages, très important, comprenez-le, c'est la neutralité fiscale du contrat. Elle est double. D'abord, le Luxembourg dit, moi, vous êtes français, italien, israélien, allemand, je n'ai pas de taxation à faire sur votre contrat. La taxation sera dans votre pays. Donc, comprenez que le Luxembourg, l'État luxembourgeois, vérifie ce mécanisme, mais ne prend aucun impôt au passage, sauf sur les résidents luxembourgeois. Et le deuxième élément qui est important, c'est que contrairement à l'assurance vie française, l'assurance vie luxembourgeoise vous suit. Donc, vous la souscrivez en tant que Français, par exemple, avant de partir en Israël. Eh bien, vous partez en Israël et vous lui envoyez votre nouvelle adresse en Israël. Il coupe complètement la fiscalité française et il n'y aura plus de fiscalité avec la France. Donc, comprenez bien que dans les 10 premières années, vous n'aurez de cette manière-là, si en tant que résident israélien, vous avez votre argent au Luxembourg, aucune imposition de la France, et pour cause, l'argent n'est plus au Luxembourg et n'est plus en France et vous non plus, et il n'y aura pas non plus de taxation du côté israélien. Que ce soit 25 ou que ce soit un taux progressif, même à 10, même à 14, il est important de comprendre que pendant les 10 premières années, votre argent, non utilisé en Israël évidemment, doit être logé au Luxembourg. Voilà pour la neutralité fiscale du contrat. Je vais très vite parce que je veux que vous nous posiez des questions. Pas de loi Sapin 2, sachez qu'en France, on pourrait bloquer vos actifs pendant 6 mois. C'est pas le cas là-bas. La sécurité renforcée, j'en ai parlé tout à l'heure. Si vous ne retenez qu'une chose, retenez juste ce triangle de sécurité, mais il y a également le super privilège qui vous classe comme créancier de premier rang. C'est important à comprendre, quand vous avez de l'argent en France, il est libellé dans un contrat d'assurance vie français ou dans une banque française, il est libellé en euros. À partir du moment où vous êtes au Luxembourg, vous avez 4 devises qui sont acceptées pour le moment, pas de shekel évidemment, il y a l'euro, le dollar, le franc suisse et la livre sterling. Et enfin, dernier élément, pour vous rassurer par rapport au contrat, sachez qu'en France, on a des contrats d'assurance vie multi-supports dans lesquels il y a 15-20 fonds. Il y a de très bons contrats, enfin en tout cas ceux que je préfère, qui me donnent accès à un peu plus d'1 millier de fonds. Et là, ça nous permet d'avoir du choix quand on décide d'investir en France, aux États-Unis, en actions, en obligations, en small cap, en large cap, en liquidité, en immobilier. C'est quand même mieux de disposer d'un choix de 1000, 1200, 1500 fonds que de disposer d'une vingtaine de fonds de la même compagnie. Dernier élément, très important, le Luxembourg, n'oubliez pas, votre argent est dans une banque. Donc, on peut lui faire acheter ou vendre strictement ce qu'on veut. Il n'y a quasiment pas de limite. Donc, simplement en OPCVM, là où il y en a 1 millier en France dans les très bons contrats, au Luxembourg, vous en avez à peu près 65 000, plus tous les titres vifs. Donc, voilà, c'est, à mon avis, l'endroit où votre argent sera le plus protégé et en même temps où il pourra générer le plus de plus-value, parce que même si vous étiez satisfait de votre contrat en France, on pourrait simplement reprendre les mêmes lignes, mais avec la protection juridique luxembourgeoise. Eh bien, passons aux questions. Rachel? Oui, alors il y a eu une question déjà de Michel à laquelle Nathaniel a déjà répondu. Je pense que Elias a très envie de te poser une question, je le vois. Yes, Oui, Elias. euh, concernant donc les fonds qui peuvent être mis à l'intérieur d'un contrat assurance vie au Luxembourg, est-ce qu'on peut détenir là-dedans des actions de société en Oui, direct, oui, et des obligations? oui, aussi. OK. Et est-ce que le titulaire
ces contrats d'assurance vie peut dire je veux telle obligation parce qu'on suit un certain nombre de sociétés. Est-ce qu'on peut dire au gestionnaire je veux que vous choisissez ou que vous mettez dedans ça, ça, ça et ça? Bah, si je vous dirige vers le bon gestionnaire, oui. C'est-à-dire que officiellement, non. Officiellement, vous êtes obligé de détenir un fonds interne dédié. Ce fonds interne D'accord, dédié doit être géré par un professionnel pour d'accord. éviter les accidents. Maintenant, on peut très bien, avant d'avoir disposé ce fonds ou déposé ce fonds dans une société de gestion, voir avec eux quel serait le mode de fonctionnement. Alors, dire à un gestionnaire qu'il ne participera pas du tout à la gestion, c'est en général assez difficile, mais qu'il Bien vous sûr. laisse une part importante de la gestion de ce fonds, c'est tout à fait logique et ça existe et on le fait. Et concrètement, ça veut dire qu'il faut donc fermer ces contrats d'assurance vie, que les liquidités ensuite, il faut les impôts, enfin l'impôt de 10% prélevé sur les plus-values prélevé par la société d'assurance. Donc une fois que ces fonds doivent être donc déposés dans une banque française et puis ensuite transférés vers le contrat ouvert au Luxembourg, c'est Peu comme ça qu'il importe, faut. une banque française, une banque luxembourgeoise, une banque israélienne, vous récupérez vos actifs où vous voulez. L'essentiel simplement, et il faut comprendre qu'aujourd'hui, les assureurs et les banquiers sont hyper rigoureux et veulent savoir d'où vient cet argent. Donc effectivement, ça s'appelle l'origine des fonds. Donc quand on a vendu de l'immobilier, on a un document notarié, une attestation qui fait une page et qui est amplement suffisante pour indiquer que tel jour on a vendu tel bien et qu'on a récupéré telle somme. Si c'est un contrat d'assurance qu'on a vendu, même chose, on a l'origine des fonds. Et puis après, on a la traçabilité des fonds, puisque si vous avez ou vendu un bien immobilier ou récupéré des liquidités d'un contrat d'assurance, vous avez soit un notaire, soit une compagnie d'assurance qui vous dit, je vous envoie la somme de 382 728. Eh bien, il demande également le relevé bancaire qui prouve que ces 382 728 sont bien arrivés sur la banque vers laquelle vous allez diriger votre argent vers le Luxembourg. Bien, une dernière question. La vente d'un bien immobilier, il me semblait que la plus-value était imposée en France du fait que c'était un bien immobilier. J'ai cru Évidemment. comprendre que non, ce n'était pas le cas. Non? Ah non, 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 non. On est dans un cas de figure évoqué par Nathaniel, où effectivement, on a et la taxation en France, puisque si le bien a été logé en France et qu'il a été détenu pendant moins de 30 ans, D'accord. dans, dans, dans le cas de figure de la location nue, La règle proportionnelle. OK. alors effectivement, on doit payer un impôt en France. On est exonéré de plus-value après 22 ans, mais on est exonéré de prélèvements sociaux qu'après 30 ans. Voilà, donc si on est dans le cas de figure avant 30 ans, il y a un impôt en France et il pourrait y avoir un impôt en Israël également si on était au-delà des 10 années d'Olim Pradachim. Merci. Stéphane, il y a Laurent qui voudrait poser une question. Laurent, allez-y. Oui, merci. Vous m'entendez là? Oui. Parfaitement. Bonjour Laurent. Oui, merci pour cette présentation très claire. Merci aussi aux organisateurs parce que c'est vraiment toujours super. Bravo. Je voulais poser une question sur moi, je suis plus au Lechadach depuis longtemps. Et donc, si j'ouvre un contrat, j'ai un enfant qui est en France. Oui, Si j'ouvre un contrat, j'ai des enfants en Israël, mais un enfant en France. Si j'ouvre un contrat d'assurance vie, oui. est-ce qu'il sera, lors de la succession, imposé en France pour l'enfant français? Alors, si vous avez moins de 70 ans, Oui. on sera dans l'article 990I et de 0 jusqu'à 152 500 euros, il y aura une exonération. Et au-delà des 152 500 euros jusqu'à 852 500, une taxation à 20%. De combien? 20%, c'est ça? Oui, 20%. Donc moins que la taxation en Bien France. moins qu'une taxation en ligne directe au droit de succession. Donc effectivement, mais là, vous êtes dans un cas de figure qui est très intéressant. Parce que
comprenez que si vous avez des biens, vous vivez en Israël, Oui, imaginons que vous ayez une résidence principale en Israël, plus oui, des actifs financiers, etc. Si oui, vous donnez votre patrimoine à vos 3 enfants, si j'ai bien suivi, un enfant ça, en France et 2 enfants en Israël, vos ouais, enfants, vos enfants, votre enfant en France va payer des droits de succession sur notamment votre résidence principale en Israël. d'accord, ok, Donc, dans ces cas-là où on a des enfants d'un côté en France et des enfants en Israël, eh bien, on organise son patrimoine de telle manière que les biens israéliens, après, il y a des calculs à faire hein, pour ne pas spolier un enfant par rapport à un autre, mais que les biens israéliens aillent aux enfants israéliens en totale exonération de droits de succession, et que par ok, contre, les actifs financiers qui seront taxés de toute manière soient transmis à l'enfant français. d'accord, ok, Et on d'accord, arrive oui, comme ça à diminuer largement les droits de succession en se servant de cela. Mais il y a également le contrat de capitalisation démembré euh, enfin, on a beaucoup de solutions. C'est très difficile en 3/4 d'heure, je dirais, de tout vous présenter. Donc, on essaye simplement de faire un tour d'horizon avec Nathaniel, mais derrière, bien évidemment, il n'y a qu'une étude personnalisée qui nous permettra d'optimiser complètement la situation. d'accord, ok, d'accord. Et ça, c'est, il faut voir ça avec plutôt avec le côté français, en fait, c'est ça, avec des Oui, comptables, des notaires bien français, sûr. c'est ça, par Bah, rapport aux écoutez, principes. D'accord. Ouais, on se complète, on s'apprécie mutuellement et on s'envoie des clients parce qu'effectivement, de temps en temps, on a besoin d'un certificat de résidence fiscale. On a toujours besoin d'un Nathaniel ou d'un Nathaniel chez soi parce qu'il y a beaucoup d'éléments avec la fiscalité israélienne, non seulement qu'on ne connaît pas parce qu'on l'a pas utilisé, mais qu'on ne comprend pas forcément parce qu'on n'y pas et puis, c'est de toute manière très technique. Donc, on a absolument besoin d'un expert comptable en Israël. Et en même temps, moi, j'ai vécu en France euh, longtemps. Je connais sur le bout des doigts la fiscalité française. Et ça me permet, connaissant les deux, d'optimiser la situation pour vous, selon que vous soyez Olim Hadashim ou pas, ou plus, d'accord, ce qui est ok. votre cas.